Bien, bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Donc, je suis Thomas Mélonio, directeur de l'innovation, de la stratégie et de la recherche à l'AFD. Bienvenue pour cette rencontre du développement. Aujourd'hui, j'ai grand plaisir de recevoir Gabriel Zucman, donc, qui est ici à ma gauche au siège de l'AFD où nous sommes ravis de vous recevoir. Gabriel Zucman, bon, ça faisait longtemps qu'on avait envie de l'écouter, mais il y a en ce moment une actualité particulière avec la publication très récente du Global Tax Evasion Report 2024, donc un rapport mondial sur l'évasion ou l'évitement fiscal, rapport qui a été discuté récemment au G20 et nous allons y revenir. D'abord, en quelques instants, je vais présenter Gabriel Zucman si c'est utile. Donc, Gabriel, vous êtes économiste, vous avez été formé notamment à l'ENS. Vous avez été également ensuite professeur et enseignant à la LSI, puis à Berkeley. Vous êtes revenu plus récemment à Paris pour enseigner et également en tant que directeur de l'Observatoire européen des taxes, le EU Tax Observatory. Gabriel, vous avez écrit sur de très nombreux sujets. Alors, j'en ai relevé quelques-uns, à la fois d'ailleurs dans les pays développés comme dans les pays en développement. Vous avez travaillé sur à la fois la théorie de la fiscalité et puis fait un nombre assez important d'articles d'économie empirique, en particulier utilisant des données fiscales au Chili, en Chine. Vous avez fait une étude de cas sur Dubaï, mais également sur les États-Unis, sur le Danemark, sur la France. Voilà, j'en oublie beaucoup, mais je vous renvoie au dossier scientifique de Gabriel. Tout ça pourquoi cet élément introductif, pour indiquer que les travaux que vous faites aujourd'hui sur les inégalités et en particulier sur la fiscalité s'appuient sur un travail empirique relativement vaste et couvrant l'hémisphère nord comme l'hémisphère sud de la planète. Aujourd'hui, vous travaillez aussi de manière très transversale à travers cet observatoire. Vous avez également été associé au laboratoire sur les inégalités. Et donc, à ce titre, nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Vous avez eu d'ailleurs l'année dernière aussi la médaille John Bates Clark, qui récompense les meilleurs économistes de moins de 40 ans, sauf erreur de ma part, et qui est une récompense très très prestigieuse dans notre domaine. Donc, c'est pour ça que je suis très très heureux de vous recevoir aujourd'hui, Gabriel. Alors, nous partageons aussi un attachement pour Daniel Cohen, auquel je voulais rendre hommage ici. Donc, Daniel Cohen, qui avec Christian Baudelot a porté, je veux dire, l'école des sciences sociales à l'école normale supérieure et qui a été le président fondateur de l'école d'économie de Paris, dont nous sommes d'ailleurs AFD partenaires depuis le départ. Et il y a quelques années, on avait d'ailleurs reçu Daniel Cohen ici qui venait présenter l'un de ses derniers ouvrages. Et c'est avec une certaine émotion que je voulais lui rendre hommage aujourd'hui. Je regardais d'ailleurs le replay de cette vidéo que je vous encourage à regarder. Et il parlait de sujets très importants d'ailleurs. Comment dans la société post-industrielle, le lien social a pu se dégrader. Il parlait beaucoup aussi des inégalités et de leur accroissement, notamment au sein des États. Comme vous le savez, nous avons déjà abordé cette problématique dans les rencontres du développement. Les inégalités entre pays se sont plutôt réduites, notamment sous l'effet de l'émergence de la Chine, de l'Inde et de quelques autres grands pays. En revanche, les inégalités internes dans de nombreux États ont tendance à s'accroître. Et c'est un sujet qui intéressait beaucoup Daniel Cohen, comme il vous intéresse également, mais vous pourrez peut-être élaborer sur ce propos un peu rapide. Et Daniel Cohen nous alertait aussi déjà en 2017-2018 sur la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Et il plaidait, je trouve que c'est assez d'ailleurs symbolique, représentatif de son héritage intellectuel, pour une intelligence artificielle qui d'empowerment, donc d'encapacitation des êtres humains et non pas de substitution. À une époque où ChatGPT n'avait pas encore eu le succès qu'il a eu, ou tout le développement des applications basées sur l'IA que nous observons en 2024, il alertait sur le besoin de réguler, de comprendre, d'investir dans l'intelligence artificielle au service des êtres humains. Toujours à la croisée des sciences sociales, des inégalités, d'une compréhension de l'être humain, mais aussi des grandes évolutions technologiques de notre temps. Donc je voulais, à travers la présence aujourd'hui de Gabriel, saisir l'occasion pour rendre hommage à Daniel Cohen, dont je salue d'ailleurs le dernier livre qui est très intéressant et que je recommande également. Et peut-être, je ne sais pas si Gabriel, avant que nous commencions sur la présentation du récent rapport, si vous souhaitiez dire un mot aussi. Oui, il nous manque énormément parce que il a joué un rôle déterminant dans le choix de toute une génération d'économistes de s'engager dans une carrière de chercheur en économie et dans les sciences sociales plus généralement, parce qu'il avait une vision de l'économie vraiment au sein, pas du tout comme une discipline isolée, mais au sein de en dialogue avec toutes les autres sciences sociales. Je me souviens d'une des dernières conversations que
que j'ai eu avec lui là dans les couloirs de l'école normale supérieure, dans le département d'économie qu'il avait fondé et où il continuait à enseigner et à venir travailler tous les jours et avec son enthousiasme débordant habituel, il m'avait coincé dans le couloir, il m'a dit Gabriel, il faut que tu nous trouves 500 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires. 500 milliards de dollars, alors pourquoi? Alors il m'avait expliqué, il avait partagé avec moi les dernières études qui montraient que c'est ce dont les pays en développement ont besoin en termes de recettes fiscales supplémentaires annuelles pour faire face aux enjeux du réchauffement climatique. Et c'est ça qui m'a en partie motivé pour ensuite lancer ce travail que je vais présenter de Global Tax Evasion Report 2024, dans lequel à la fin du rapport, on fait un certain nombre de propositions pour justement trouver des recettes fiscales supplémentaires. On arrive à ce chiffre de 500 milliards de dollars. Vous allez voir, je vais vous expliquer comment, avec quelques réformes pas très compliquées et je pense assez réalistes, parce que Daniel, c'était vraiment un grand intellectuel. C'était vraiment quelqu'un à la culture, à l'humanisme absolument remarquable, mais c'était aussi un homme d'action qui avait passé quand même beaucoup de temps à essayer à conseiller les gouvernements des pays en développement dans la gestion de leur dette en particulier, et qui était à la fois dans la réflexion, dans l'écriture et dans l'action. Et donc c'est aussi cette œuvre-là et cette approche-là qu'on essaye de faire vivre, de continuer à l'école normale supérieure et à l'école d'économie de Paris avec l'Observatoire européen de la fiscalité, qu'on est en train de transformer en un observatoire véritablement mondial, entre autres. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel. Et en effet, vous avez fait le lien entre un chiffre de 500 milliards, au départ peut-être effrayant, et le contenu de ce rapport, puisqu'on va peut-être retomber sur nos pattes un peu plus tard. Mais là, je ne fais qu'un petit apéritif de la suite. Et peut-être un mot de méthode ou d'explication. Évidemment, si on présente aujourd'hui ces travaux sur la fiscalité, c'est pas uniquement pour le plaisir d'exercer une passion française pour les taxes, c'est parce qu'il y a des besoins tout à fait considérables de financement des services publics, d'adaptation au changement climatique. On sait que ce chiffre de 500 milliards est d'ailleurs évoqué dans le rapport comme l'une estimation encore très générale, mais des besoins pour faire face au changement climatique dans les pays en développement. Donc on va manier, c'est vrai aujourd'hui, des chiffres très importants, mais aussi des concepts très importants, et peut-être sans plus attendre, après cet hommage, et merci à Gabriel de s'y être associé, je propose que nous assistions pour 20-25 minutes à la présentation du rapport, dont je vous rappelle la sortie récente, produit par le EU Tax Observatory, donc l'Observatoire européen de la fiscalité, et rapport sur l'évasion, l'évitement fiscal 2024, qui est très récent et qui a été discuté encore il y a quelques jours au G20 Finance au Brésil. Voilà, donc sans plus attendre, merci beaucoup à Gabriel. On te cède la parole. Nous aurons ensuite un échange et je poserai quelques questions, puis vous pourrez interagir avec la salle à travers le système désormais bien connu de chat que vous trouvez dans notre interface. Voilà, Gabriel, vous avez la parole, on vous écoute. Merci. Alors, ça marche, oui. Merci, un grand merci à toutes et à tous pour votre présence. Je suis vraiment ravi d'avoir la chance de présenter ce rapport sur l'évasion fiscale 2024 qui je vais y arriver, qui essaye de faire la chose suivante. Ce qu'on essaie de faire dans ce rapport, c'est de prendre une perspective mondiale sur les progrès, parfois le manque de progrès, souvent le manque de progrès, qui ont été réalisés dans la lutte contre l'évasion fiscale internationale. Vous savez que c'est un sujet qui a été vraiment au sommet de l'agenda politique international depuis une quinzaine d'années, en gros depuis la crise financière de 2008-2009. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, parfois des déclarations tonitruantes. Je me souviens d'un président français, on va pas le nommer, qui il y a déjà une quinzaine d'années avait déclaré la fin des paradis fiscaux. Et donc, bon, bref, nous, on a voulu essayer de résumer la recherche qui est conduite par les économistes au niveau international sur ces sujets. Que nous dit la recherche sur les effets réels, les conséquences concrètes qu'ont eu les différentes initiatives qui ont pu être prises depuis une quinzaine d'années? C'est un rapport qui s'appuie sur les travaux de l'Observatoire européen de la fiscalité que j'ai créé en 2021, hébergé à l'école d'économie de Paris, qui emploie aujourd'hui plus d'une vingtaine de personnes, mais qui va au-delà aussi des travaux des chercheurs de cet Observatoire européen qu'on est en train de transformer en observatoire véritablement mondial. On a recensé plus d'une centaine de chercheurs qui sont actifs sur ces sujets de recherche, lutte contre l'évasion fiscale, des particuliers fortunés, des grandes entreprises multinationales, question d'opacité financière,
réflexion sur la concurrence et la coopération fiscale internationale. Sujet d'étude qui, moi, quand j'ai commencé mes recherches dans ce domaine-là pendant ma thèse en 2008-2009, il y avait vraiment très peu d'économistes qui s'intéressaient à ces sujets. Alors, et maintenant, c'est un champ qui est en plein boom, et donc vraiment, j'ai l'impression d'être vraiment très chanceux de pouvoir m'inscrire dans cette communauté de chercheurs très dynamique. Donc on essaie de résumer tous ces travaux dans le rapport. Le rapport s'accompagne aussi d'un nouveau site internet qui s'appelle l'Atlas of the Offshore World, dans lequel les différentes données qui sont utilisées dans le rapport, la plupart d'entre elles en tout cas, sont publiées sur cet atlas. Par exemple, si vous cherchez des chiffres sur le montant des fortunes dans les paradis fiscaux qui sont détenus par les résidents de chaque pays, vous pouvez trouver des chiffres à jour sur l'atlas. Ou si vous voulez des estimations du montant des bénéfices des entreprises qui sont délocalisées dans les paradis fiscaux et du coût que cette évasion fiscale a pour les gouvernements des différents pays, à nouveau, ce sont des chiffres que vous pouvez trouver sur l'atlas. Alors, avant de présenter les résultats, si on prend un instant pour essayer de juste se demander pourquoi finalement un rapport mondial sur l'évasion fiscale. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi est-ce que c'est important? Fondamentalement, la perspective mondiale, j'insiste sur le caractère absolument impératif de prendre une perspective mondiale sur ces questions-là. Trop souvent, ces questions de fiscalité sont discutées dans un cadre strictement national. Mais si vous prenez un cadre strictement national, vous ne pouvez pas bien penser ces questions et les enjeux. Pourquoi? Parce que dans un cadre strictement national, vous allez arriver à des conclusions du type, la concurrence fiscale internationale, ça peut marcher. Après tout, si un pays donné, nous, mettons la France, demain, un autre pays, baisse ses taux d'imposition, on va peut-être pouvoir attirer un peu d'activité, un peu d'emploi, peut-être même, en fait, générer des recettes fiscales supplémentaires. Ou alors, si on offre certaines formes de secrets financiers, de secrets bancaires, c'est pareil. Ça peut générer de l'activité, ça peut faire que certaines fortunes vont venir se domicilier chez nous. Donc, d'un point de vue strictement national, on a l'impression que ces phénomènes peuvent, en tout cas à court terme, être bénéfiques. Mais le gros problème, c'est que évidemment tout ça, du point de vue du monde dans son ensemble, est à somme nulle. Mais en fait, pire que ça, est à somme négative, parce que l'activité qui se déplace d'un pays à un autre, n'augmente pas l'activité mondiale, c'est à somme nulle. Mais pire que ça, qui bénéficie de la concurrence fiscale internationale, qui bénéficie de l'opacité financière mondiale, ce sont avant tout les actionnaires des entreprises multinationales, les grandes fortunes, c'est-à-dire des gens qui sont dans le haut de la distribution des revenus et des patrimoines. Donc, pour le dire très simplement, tout ça alimente la montée des inégalités mondiales. D'accord? Donc, c'est pour ça que cette perspective internationale, mondiale, est absolument essentielle sur ces sujets. Alors, ça va trop vite. Si on essaye de résumer les résultats principaux du rapport. Alors, ça marche mieux en anglais, mais le résumé principal, c'est que c'est comme dans le film The Good, the Bad and the Ugly. Donc, il y a des bonnes nouvelles qu'on va commencer par célébrer, dont on va se réjouir. Et puis après, il y a quand même tout un tas de problèmes et même de choses très ugly, très problématiques qui subsistent. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles? Quelles sont les bonnes nouvelles? Il y en a une qui est que nous avons réussi collectivement à réduire une forme spécifique d'évasion fiscale qui est la dissimulation des patrimoines dans les paradis fiscaux. C'est ce que ce graphique montre ici. Donc le graphique montre quoi? La courbe bleue, c'est le montant des fortunes qui sont détenues par des individus, souvent très fortunés, dans les paradis fiscaux du monde entier. Ça représente de l'ordre de 10% du PIB mondial et c'est assez stable, vous voyez, sur cette période de 2000 à 2022. La courbe orange montre le montant des patrimoines offshore qui correspondent à de l'évasion fiscale, c'est-à-dire que les fortunes elles-mêmes et les revenus qui sont générés par ces fortunes, les dividendes, les intérêts, les plus-values, ne sont pas déclarés auprès des administrations fiscales compétentes. Et alors, avant 2017, en gros, 80-90% de la fortune offshore mondiale correspondait à de l'évasion fiscale. Pourquoi? Parce qu'on était dans un monde de secret bancaire quasi complet. Donc, en gros, si vous aviez un compte, comme la plupart d'entre vous, j'en suis sûr, comme si vous aviez un compte en Suisse avant 2017-2018, c'était vraiment, il n'y avait aucun échange d'informations entre les établissements financiers suisses et l'administration fiscale française, et donc l'évasion fiscale était vraiment un jeu d'enfant. Depuis 2018,
il y a un échange automatique d'informations bancaires, c'est-à-dire que les établissements bancaires suisses, mais aussi luxembourgeois, des îles Caïmans, de Singapour, etc., doivent automatiquement chaque année partager, échanger leurs informations avec les administrations fiscales compétentes. Et donc vous voyez la forte baisse dans le montant des fortunes non déclarées qui sont détenues dans les paradis fiscaux. Alors, ça, c'est un progrès dont il faut commencer par se réjouir. Non pas le point ne consiste pas à dire c'est fantastique, on a résolu le problème d'évasion fiscale et tout pour le meilleur dans le meilleur des mondes possible. Pas du tout. Simplement, c'est important de souligner cette avancée, tout simplement parce qu'elle illustre quelque chose de fondamental, qui est que l'évasion fiscale, c'est pas une loi de la nature, c'est pas une fatalité. C'est-à-dire que s'il y a la volonté politique de progresser sur ces questions, et ben en fait, on se rend compte qu'il y a des progrès qui peuvent se matérialiser en assez peu de temps, et même des nouvelles formes de coopération internationale qui peuvent voir le jour en quelques années, alors même je me souviens, moi, quand je commençais à travailler sur ces questions-là, que l'idée qu'il puisse y avoir un échange automatique de données bancaires entre la Suisse et les autres pays, etc., était considérée comme parfaitement utopique. Alors même que voilà, il y a 10-15 ans, tout ça était considéré comme impossible. Donc ça, c'est un succès qui est source d'espoir pour l'avenir. Maintenant, the bad, c'est que en ce qui concerne l'évasion fiscale des grandes entreprises multinationales, il y a eu très peu de progrès. Aujourd'hui, chaque année, il y a de l'ordre de 1000 milliards d'euros de bénéfices à l'échelle mondiale qui sont délocalisés et enregistrés dans les paradis fiscaux où ils sont soumis à des taux d'imposition très faibles de l'ordre de 5%. D'accord, ce sont des bénéfices qui sont faits par des grandes entreprises qui sont réalisés en France ou en Inde, ou en Afrique du Sud, aux États-Unis, mais qui atterrissent fiscalement et comptablement dans des territoires à fiscalité très faible ou nulle, ce qui provoque une perte de recettes fiscales au niveau mondial de l'ordre de 10%. Ça réduit les recettes mondiales d'impôts sur les bénéfices des sociétés de 10%. Et vous voyez sur ce graphique, dans les années 70, 80, ce phénomène, cette évasion fiscale était faible, puis ensuite elle a explosé dans les années 90, 2000, 2010, et ensuite elle s'est stabilisée avec cette perte de recettes fiscales de 10% des recettes fiscales collectées depuis 2015, en dépit d'un certain nombre de mesures qui ont été mises en œuvre. Le processus très important de l'OCDE qui s'appelle BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, qui a commencé en 2015, et puis des pays qui ont réformé leur fiscalité, comme les États-Unis en 2018, qui ont introduit des mesures pour limiter la délocalisation des bénéfices par les sociétés américaines. En dépit de tout ça, l'évasion fiscale des grandes entreprises demeure, ce qui ne veut pas dire que ces politiques n'ont eu aucun effet. C'est-à-dire que peut-être que si on n'avait rien fait, la courbe bleue aurait continué à augmenter. Là, on voit qu'elle s'est stabilisée, donc on peut peut-être interpréter cette stabilisation comme reflétant l'effet de ces politiques. Mais en tout cas, ce qui est clair, ce qu'on peut conclure à la lumière de ce graphique, c'est que ces politiques n'ont pas été suffisantes pour réduire l'ampleur du phénomène. Alors, en 2021, il y a eu un grand espoir, c'est levé, quand 140 pays se sont mis d'accord sur l'idée d'un taux minimum d'imposition de 15% sur les sociétés multinationales. Un événement très important parce que c'est le premier accord international qui vient réguler les taux d'imposition, qui vient fixer un taux plancher. Alors, on a plein d'accords internationaux sur plein de choses, le commerce international, même la fiscalité, mais ces accords ne disaient strictement rien sur l'aspect le plus important de la politique fiscale, qui est le taux d'imposition. Alors ça, donc d'abord, c'est quand même quelque chose de très important, donc il faut se féliciter. Néanmoins, on voit tout de suite un premier problème, qui est que le taux minimum qui a été entériné, c'est 15%. C'est un taux très faible. Le taux normal d'impôt sur les sociétés dans la plupart des pays est quand même nettement supérieur, 25% en France par exemple. Et surtout en 2020, début 2021, on avait l'impression qu'en fait on allait pouvoir s'entendre sur un taux minimum de 20 ou 21%. La nouvelle administration américaine, en tout cas Joe Biden, avait mis ça dans son programme et puis semblait assez dynamique et assez impliqué, proactif sur ce sujet. Donc bref, on pensait que ça allait être 20-21%. Finalement, c'est 15%. Ce que montre ce graphique, c'est que si on avait un impôt minimum de 20% au niveau mondial, comme on pouvait l'espérer en 2020-2021, ça augmenterait les recettes fiscales d'impôt sur les sociétés au niveau mondial de l'ordre de 16%. Avec un taux de 15%, bon, c'est toujours moins que rien, c'est toujours une augmentation de recettes fiscales d'impôt sur les sociétés de l'ordre de 9%. Mais ensuite, ce qui s'est passé entre 2021 et aujourd'hui, c'est que cet accord a été miné par un certain nombre d'exonérations, de niches fiscales que je ne vais pas détailler. Je serais ravi d'en parler davantage dans les questions si jamais vous voulez en savoir davantage. Mais le résultat,
final de tout ça, c'est la barre bleue à la toute fin. C'est-à-dire que si on fait tourner, on a un modèle assez sophistiqué, le plus détaillé, le plus sophistiqué dans le monde en réalité sur ces questions-là. Si on fait tourner toute cette machinerie, on peut aujourd'hui estimer que l'accord international sur la taxation minimale des entreprises va augmenter les recettes d'impôt sur les sociétés de l'ordre de 4,8%. Alors qu'on pouvait espérer en 10% ou même 16% il y a encore quelques années. Donc, la montagne accouche d'un souriceau. Donc ça, c'est quand même un petit peu décevant. Mais maintenant, il faut hélas en venir au problème principal, qui serait le ugly, si je parlais en anglais, qui est le fait que nous n'avons pas encore commencé à nous attaquer à ce qui constitue aujourd'hui le problème principal des différents, enfin en tout cas de notre point de vue, des différents systèmes fiscaux contemporains, qui est le fait que les très grandes fortunes ont des taux effectifs d'imposition qui sont nettement inférieurs à ceux des autres catégories sociales. C'est ce que ce graphique illustre. Alors maintenant, il y a tout un tas d'études. C'est un domaine de la recherche académique qui est en plein boom lui aussi. Là, c'est 3 études dans 3 pays différents qui toutes suivent la même méthodologie, qui consiste à allouer, ventiler l'ensemble des prélèvements obligatoires, TVA, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, etc., tout, aux différentes catégories sociales. Donc P0, P10 sur l'axe des abscisses, c'est les 10% des individus aux revenus les plus faibles. P10, P20, c'est le deuxième décile, etc. Puis après, il y a un zoom, hein, ça devient plus granulaire tout en haut de la distribution. Et puis le dernier point, c'est pour les milliardaires en dollars. D'accord? Et donc, dans un pays comme la France, où le taux de prélèvement obligatoire est de l'ordre de 50% du revenu national, de façon assez peu surprenante, tous les groupes sociaux payent quand même beaucoup d'impôts, à peu près 45, 50, 55% de leurs revenus en impôts. C'est une fatalité arithmétique, mais avec une grande exception, une seule exception, qui est les milliardaires français, dont le taux effectif d'imposition, tout prélèvement obligatoire compris, c'est en incluant, par exemple, tous les impôts sur les bénéfices des entreprises qui sont alloués aux actionnaires de ces entreprises, les milliardaires ont un taux effectif d'imposition, tout impôt compris, de l'ordre de seulement 25%. D'accord? Et on voit la même régressivité qui commence un peu plus bas dans la distribution des revenus dans le cas des Pays-Bas et puis aussi dans le cas des États-Unis, peut-être un peu moins marqué que dans un pays comme la France. Et puis maintenant, on a des études pour l'Italie avec une courbe très similaire à la courbe française, pour les pays scandinaves, pareil, pour l'Espagne, etc., etc. Donc là, évidemment, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on peut tous, évidemment, il y a un débat important. Tout le monde a des opinions légitimes différentes sur le degré idéal de progressivité fiscale. Est-ce qu'il faut un système fiscal très progressif, moyennement progressif? Mais en tout cas, l'idée que les contribuables avec la capacité contributive la plus forte puissent payer significativement moins que le reste de la population, ça c'est quand même très très difficilement défendable. Je pense qu'il y a vraiment très peu de gens qui sont d'accord avec ça. Et de fait, quand on regarde les enquêtes d'opinion qui sont menées dans la plupart des pays, dans un grand nombre de pays, on voit que 70%, 80% des gens sont en réalité en faveur d'une taxation accrue des grandes fortunes et estiment, à juste titre en l'occurrence, que les grandes fortunes ne contribuent pas assez aux recettes fiscales. Alors voilà le problème qui se pose aujourd'hui, d'où la préconisation principale que nous formulons dans le rapport, qui est d'instaurer un impôt minimum coordonné sur les ultra-riches. En l'occurrence, la proposition précise qu'on formule dans le rapport, c'est la suivante. Vous prenez les milliardaires mondiaux, il y en a à peu près 2700, à peu près un peu moins de 3000 aujourd'hui au niveau mondial. Et puis, la proposition, c'est celle-ci. Il faut s'assurer que chaque milliardaire paye en impôt sur le revenu chaque année l'équivalent d'au moins 2% de son patrimoine. D'accord? Donc, quelqu'un qui paierait 0 impôt sur le revenu. C'est le cas, par exemple, ça a été révélé par le média américain ProPublica il y a quelques années de gens comme Jeff Bezos, comme Elon Musk. La plupart du temps, ils payent 0 ou quasiment 0 impôt sur le revenu. Pour une personne comme ça, donc, il y aura une surtaxe d'impôt sur le revenu qui serait équivalente à 2% de leur patrimoine. Donc, quelqu'un qui a 100 milliards de dollars de patrimoine et qui paye 0 impôt sur le revenu aujourd'hui, au lieu de payer 0, devrait payer 2 milliards de dollars d'impôt sur le revenu. 2% de sa fortune. Et puis, un milliardaire qui paye déjà beaucoup d'impôts sur le revenu, ça arrive, c'est plus rare, mais ça peut arriver. Mettons quelqu'un qui paye, qui a 100 milliards de dollars et qui paye 3 milliards d'impôts sur le revenu, pour cette personne, rien ne changerait. D'accord? Elle serait au-dessus du taux minimum de 2%. Alors, si vous mettez en œuvre un impôt minimum de cette nature-là, vous voyez qu'il est un peu calqué dans l'esprit sur la taxe minimale sur les entreprises multinationales. L'idée, c'est d'appliquer la logique de l'accord de 2021 sur les multinationales, de l'appliquer aux ultra-riches. Vous voyez que ça pourrait quand même générer pas mal d'argent, en l'occurrence de l'ordre de 214 milliards de dollars en 2023, donc plutôt en 2024, on serait à peu près à 250 milliards de dollars.
tout simplement parce que les milliardaires mondiaux, certes, ils sont peu nombreux, mais ils ont quand même beaucoup d'argent, en l'occurrence de l'ordre de 13 000 milliards de dollars, c'est ce que montre la deuxième colonne, et puis ils payent quand même très peu d'impôts sur le revenu, et donc juste instaurer cette taxe minimale générerait de l'ordre de presque 250 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires. Alors, on en revient à cette question que m'avait posée Daniel Cohen. Comment trouver 500 milliards de dollars là rapidement pour contribuer à la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement? Eh ben, écoutez, on peut arriver. La réponse que je lui aurais donnée, c'est celle qui est sur ce slide-là. On peut arriver à 500 milliards de dollars avec deux réformes, deux accords, deux initiatives très réalistes. C'est-à-dire que là, on se place pas dans une perspective voilà, qui est le monde idéal à l'horizon 2050. Là, c'est vraiment pour les mois et les années à venir, très concrètement. Et il y a une urgence climatique, il y a aussi une urgence démocratique qui consiste à. Nous, on pense vraiment foncièrement que ce type de régressivité fiscale mine le consentement à l'impôt et mine les démocraties contemporaines. Donc, on pense qu'il y a l'urgence climatique, l'urgence démocratique, et qu'on peut y répondre très concrètement avec la taxe minimale sur les ultra-riches que je décrivais, et puis un deuxième impôt minimum sur les multinationales. Donc, l'accord de 2021 est insuffisant, mais enfin, il a le mérite d'exister et on peut s'appuyer dessus pour se débarrasser des différentes niches fiscales et augmenter le taux. Alors, si on passait de 15% à 20% et qu'on se débarrassait des niches fiscales, ça pourrait rapporter 250 milliards de dollars supplémentaires. Voilà. Dernière chose que je veux mentionner avant de conclure, c'est que souvent, il y a une idée qui revient et qui est une idée quand même fausse, que j'aimerais, à laquelle j'aimerais m'attaquer, qui est l'idée que oui, tout ça est très bien, mais finalement, toutes ces propositions-là ne peuvent aboutir que dans le cadre d'accords véritablement internationaux. Si tous les pays ou quasiment tous les pays ne signent pas, finalement, il n'y a rien qu'un pays de façon unilatérale puisse faire. D'accord? On est impuissant s'il n'y a pas une coordination internationale parfaite. C'est faux. En réalité, on explique dans le rapport qu'il y a tout un tas de règles qui peuvent être implémentées unilatéralement par les différents pays. Par exemple, j'ai juste donné une illustration, une idée toute bête qui est dans tous les débats sur la taxation des très riches, il y a toujours l'idée que si demain un pays le faisait tout seul, par exemple la France, non, ce serait se tirer une balle dans le pied parce que les grandes fortunes françaises partiraient s'installer en Suisse, voilà, il y aurait de l'exil fiscal. Mais réfléchissons 30 secondes. C'est de la même façon que l'évasion fiscale n'est pas une loi de la nature, la concurrence fiscale internationale n'est pas non plus une loi de la nature. Parce que la France pourrait tout simplement dire, un instant, vous partez vous installer en Suisse, pourquoi pas, libre circulation des personnes, pas de problème, mais nous allons vous continuer à vous taxer pendant un certain nombre d'années après votre départ. Et après tout, c'est parfaitement logique. Si vous êtes devenu milliardaire en France, en vivant 50 ans, 60 ans en France, c'est en partie que vous avez bénéficié des biens publics, des infrastructures, de l'éducation, du système de santé. Enfin, on est tous d'accord que la création de richesse, c'est quand même en partie un acte, une création sociale. Donc, il n'y a aucun droit naturel, une fois fortune faite, à partir, s'exiler et n'avoir plus aucun impôt à payer nulle part. Il faudrait que la France continue à vous taxer. Si vous partez vous installer dans un territoire à fiscalité forte, pas de problème, rien ne change. Mais si vous partez vous installer dans un territoire à fiscalité faible, il faudrait que la France vienne collecter la différence entre votre nouveau taux d'imposition et puis le taux auquel vous auriez été soumis si vous étiez resté en France. Et là, il n'y a pas besoin de grand accord international. N'importe quel pays tout seul pourrait mettre en œuvre demain des mesures de cette nature. On détaille d'autres mesures dans cet esprit dans le rapport. Mais pour laisser du temps à la discussion, j'aimerais conclure par dire que le message principal du rapport, c'est que l'évasion fiscale n'est pas une loi de la nature. Certaines politiques mises en œuvre ont été efficaces, l'échange automatique d'informations bancaires, d'autres sont insuffisantes, la taxation minimale des multinationales, sur certains sujets, tout reste à faire, la taxation des ultra-riches, et que l'idéal, c'est la coopération internationale. On est tous des grands partisans de la coopération internationale, mais la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on arrive à des accords internationaux ambitieux? Si on part du principe qu'il faut, avant quoi que ce soit, qu'il faut un consensus, comme ça fonctionne par exemple dans l'Union européenne, on peut rien faire si les 27 pays sont pas d'accord. Mais si on fait de l'unanimité un prérequis, c'est la meilleure façon de ne rien faire, d'accord? Tout simplement parce que certains pays, certains acteurs économiques bénéficient à plein du statu quo actuel, et ça revient à leur donner un droit de veto. Alors qu'au contraire, je vais finir avec ça, si on réfléchit à la raison pour laquelle
il y a ce grand succès que j'ai commencé par célébrer, l'échange automatique d'informations bancaires, cette nouvelle forme de coopération internationale. Tout ça vient à la base d'une initiative unilatérale d'un pays. En l'occurrence, c'était les États-Unis sous Obama, mais ça aurait pu être un autre pays. Il n'y a aucune raison que ce soit les États-Unis qui commencent tout ça. Et les États-Unis qui avaient menacé les banques suisses de sanctions si elles refusaient de coopérer avec le fisc américain. Sous la menace, les banques suisses ont coopéré avec les États-Unis. Puis ensuite, les autres pays se sont engouffrés dans la brèche. On dit, vous nous aviez dit pendant des décennies qu'il y avait un secret bancaire sacro-saint. Maintenant, vous coopérez avec les États-Unis. Donc, vous devez maintenant échanger vos données avec nous. Donc, on voit comment une action unilatérale peut déboucher, in fine, sur des accords véritablement globaux. Et c'est de ce succès dont il faut s'inspirer pour la suite. Merci beaucoup et j'ai hâte de répondre à vos questions. Gabriel, pour cette présentation du rapport. Je vous propose que dans un premier temps, on revienne sur peut-être 3 grandes catégories de messages que tu as mis en avant et sur lesquels j'aimerais bien peut-être te relancer. Alors le premier, tu as conclu par là, et à vrai dire c'est très important, c'est est-ce que quelque chose est possible? On a tellement de manière récurrente entendu que rien n'était possible puisque faute d'accord international généralisé, toute mesure fiscale serait vouée à provoquer de l'exil ou de l'érosion des bases fiscales. Et en effet, il y a eu cet élément décisif des échanges de données bancaires. Donc, tu as rappelé le rôle des États-Unis et j'insiste peut-être sur le premier schéma que tu as montré, qui a amené aux États-Unis, mais pas seulement, on va dire, à une déclaration de ces actifs détenus à l'étranger, en Suisse, mais également dans d'autres places financières. Mais même si c'est vrai que la Suisse avait entre guillemets, une part de marché particulièrement importante qui s'était érodée depuis lors. Moi, je trouve que ça serait intéressant que tu peut-être rappelles comment les administrations fiscales ont pu s'appuyer sur cet échange de données bancaires pour remédier au problème des actifs offshore. Et puis, deuxième chose, tu l'as indiqué, une partie du chemin a été faite. En revanche, il y a encore une petite de l'ordre de 25% des actifs qui seraient non fiscalisés, non déclarés, et en particulier avec le sujet de l'immobilier. Donc peut-être je voulais que tu reviennes sur le cheminement qui a permis cette avancée et peut-être sur ce qu'il reste, même si on est dans le domaine qui a eu le plus grand succès, ce qui est très important pour lutter contre une forme de défaitisme a priori. Oui, absolument. C'est vraiment des questions essentielles. Merci beaucoup. Sur la première question, disons qu'une des leçons principales de l'analyse économique de l'évasion fiscale, c'est la suivante. C'est que le déterminant fondamental de l'évasion fiscale, c'est est-ce qu'il y a un reporting d'informations sur les revenus perçus par les contribuables ou leurs fortunes directement auprès de l'administration fiscale. Donc, tout un tas d'études qui montrent que pour les formes de revenus où il n'y a pas de déclaration par des tiers, les taux d'évasion fiscale, même dans des pays où on pourrait penser qu'il y a peu d'évasion fiscale, par exemple il y a des études au Danemark ou dans les pays scandinaves, mais les taux d'évasion fiscale sont très importants. Par exemple pour des revenus d'indépendants, etc. Au contraire, dès qu'il y a une déclaration de revenus par des personnes tierces, donc ça va être le cas par exemple, si vous êtes salarié et que votre revenu est déclaré, donc par votre employeur directement auprès de l'administration fiscale, ou si vous touchez des intérêts, des dividendes dans une banque française, les banques informent depuis très longtemps, informent directement l'administration fiscale française. Dans ce cas-là, simplement, les possibilités d'évasion fiscale sont très faibles parce que l'administration peut s'appuyer sur ces informations pour alimenter ensuite des déclarations pré-remplies ou, si elle le fait pas, pour procéder à des contrôles fiscaux. Donc c'est la raison pour laquelle l'échange automatique de données bancaires, qui a existé depuis des décennies dans un cadre strictement national, et le fait de l'étendre à l'international, c'est pour ça que ça a un rôle déterminant, ça permet de réduire l'évasion fiscale. Alors, ceci dit, il faut être prudent pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, on en est qu'au tout début de l'étude de ces mécanismes d'échange d'informations bancaires internationales. On essaye de proposer une synthèse et une interprétation vraiment préliminaire et très incertaine dans le rapport avec cette courbe qui montre le déclin des fortunes non déclarées. Mais honnêtement, comme on en est au tout début, il faut rester très prudent. On a plusieurs scénarios dans le rapport et
est possible qu'on sous-estime le montant des fortunes qui restent encore non déclarées. Il y a besoin de davantage de transparence financière sur ces questions-là. Par exemple, il est très problématique de notre point de vue que les administrations fiscales des différents pays ne soient même pas capables aujourd'hui de publier des informations essentielles du type montant des fortunes qui sont dans le champ de cet échange automatique d'informations, qui possède ces avoirs, etc. Donc, une opacité qui reste encore considérable. Donc, première chose, beaucoup d'incertitudes. Deuxième chose, la différence entre l'échange d'informations quand il est dans un cadre purement national et quand il est international, et la différence est la suivante. À l'international, qu'est-ce qui nous garantit finalement que les banques suisses ou des îles Caïmans, etc., coopèrent bien? Après tout, quand même, pendant des décennies, ces mêmes banquiers ont aidé leurs clients à faire de l'évasion fiscale, et parfois pas à la plus grande subtilité, hein, en transportant des diamants dans des tubes de dentifrice, en envoyant des relevés de magazines, des relevés bancaires dissimulés dans des magazines sportifs. Donc là, que ces mêmes personnes-là, tout d'un coup, coopèrent de façon parfaitement honnête et transparente avec les autorités du monde entier, c'est pas forcément acquis. Dans un cadre purement national, ça marche parce que les autorités nationales peuvent toujours contrôler, auditer les banques françaises, les caisses d'assurance, de retraite, etc. Mais on peut pas aller facilement auditer les banques suisses ou auditer les banques des îles Caïmans. Donc il y a un problème conceptuel qui est quand même notable et qui explique sans doute la raison pour laquelle on n'est pas, et loin s'en faut, tomber à zéro évasion fiscale offshore. Et le troisième problème a trait au fait que certains actifs dans les paradis fiscaux ne sont pas dans le champ de l'échange automatique d'informations bancaires, le plus important étant l'immobilier. Donc, si vous détenez des propriétés à Dubaï, par exemple, vous pouvez les louer, toucher des loyers ou les revendre, faire des plus-values, etc. Mais il n'y a pas d'échange d'informations sur la détention d'immobilier. Il y a un certain nombre d'études qui suggèrent qu'il y a eu un changement dans la nature de la richesse offshore. En gros, pour simplifier, que l'immobilier à Dubaï, c'est le nouveau compte en Suisse. La réponse, juste pour finir sur ça, la réponse est évidente. Il faut juste intégrer l'immobilier au périmètre de l'échange automatique d'informations. Juste là-dessus, je voulais bien préciser que nous n'étions pas en train de donner un mode d'emploi pour l'évasion fiscale grâce à l'immobilier, mais bien indiquer que potentiellement ce secteur pourrait lui aussi faire l'objet d'échanges de données. Et donc, je voulais être tout à fait clair là-dessus pour que les lecteurs peut-être trop attentifs du rapport n'en tirent pas de mauvaises conclusions. C'est un point évidemment important. Je passe sur la deuxième catégorie, celle qui est donc dans la catégorie plutôt moyenne ou mauvaise, bad, sur le sujet de la localisation des profits. Donc on a vu, et tu l'as rappelé, hein, entre 2000 et 2015, en gros, une forte augmentation de la masse totale des profits qui étaient localisés dans des paradis fiscaux. Peut-être un point qui est dans le rapport, mais sur lequel tu ne t'es pas étendu à ce stade, sur comment identifier une forme de sous-imposition des profits, notamment, mais je vais te laisser peut-être l'expliquer plus en détail en comparant le niveau de rentabilité. Enfin, je te laisse peut-être expliquer la méthodologie pour identifier ce que peuvent être des surprofits ou une vraisemblance forte présomption forte, disons, de localisation de profits dans des pays où en réalité l'activité économique ne se déroule pas, où le profit n'est pas réalisé lui-même. Peut-être donner quelques éléments là-dessus qui peuvent aussi permettre au plan méthodologique d'éclairer ce que peuvent être les incertitudes, en tout cas la marge d'erreur ou les fourchettes hautes et basses de cette estimation. Oui, absolument. Effectivement, dans la présentation, je me suis concentré sur les résultats et je vous ai pas parlé de tout le travail considérable méthodologique qui se trouve derrière ces estimations. En l'occurrence, comment est-ce qu'on peut quantifier le montant des bénéfices qui sont délocalisés dans les paradis fiscaux? Le calcul est le suivant. Pour n'importe quel pays dans le monde, vous pouvez décomposer les entreprises de ce pays en deux groupes. Il y a des entreprises qui sont des filiales de sociétés multinationales étrangères. Donc, par exemple, Apple en Irlande ou BMW aux Pays-Bas. Et puis, il y a toutes les autres entreprises, d'accord, donc celles qui font pas partie d'un groupe multinational étranger. Et puis ensuite, pour ces deux groupes d'entreprises, vous pouvez calculer des indicateurs de profitabilité. Donc, nous, celui qu'on utilise, c'est très simple, c'est le montant des bénéfices enregistrés par ces entreprises divisé par la masse salariale. D'accord. Donc maintenant, quand vous regardez la plupart des pays, par exemple en France, la profitabilité des entreprises étrangères, filiales de sociétés multinationales étrangères, est à peu près la même
légèrement plus faible, mais à peu près la même que la profitabilité des entreprises locales, toutes les autres, celles qui font pas partie d'un groupe multinational étranger. En revanche, quand vous regardez les paradis fiscaux, par exemple l'Irlande, alors là, c'est très différent. La profitabilité apparente des entreprises multinationales étrangères qui sont en Irlande est considérablement plus élevée que la profitabilité des entreprises irlandaises. Donc très concrètement, pour une entreprise irlandaise lambda, qui fait pas partie d'un groupe multinational étranger, pour 1 euro de salaire versé à ses employés, l'entreprise va enregistrer 30 centimes de bénéfices. Et puis après, si vous regardez les entreprises, les filiales de multinationales étrangères qui sont en Irlande, pour 1 euro versé à leurs employés, ces entreprises déclarent 8 euros de bénéfices. Là, il y a vraiment quelque chose qui alors, soit les travailleurs de ces entreprises-là sont vraiment extraordinairement productifs, soit, et c'est sans doute plus probable, les entreprises multinationales concernées ont délocalisé leurs bénéfices dans ces filiales irlandaises afin de bénéficier des faibles taux d'imposition. Donc, c'est en utilisant, disons, cet ensemble d'anomalies, de différentiels de profitabilité au niveau mondial qu'on peut arriver aux chiffres que j'ai mentionnés dans la présentation. Et évidemment, le fait que l'économie soit davantage numérique, digitale, donne aussi des opportunités plus grandes pour les multinationales pour bouger la localisation de leurs bénéfices. Ça, c'est expliqué également dans le rapport. Peut-être un dernier élément sur la proposition de taxe, alors en réalité de complément d'imposition sur le revenu, avec une force de rappel, j'allais dire, de 2% sur le niveau de la fortune. Je vais dire des premières questions dans le chat sur comment mesure-t-on le patrimoine des milliardaires. Donc je faisais un lien avec l'actualité puisqu'il y a encore quelques jours, cette proposition a été présentée au G20 au Brésil. Donc là, j'aurais une question de curiosité. Comment est-ce que cette proposition a été reçue? Comment est-ce que les différents gouvernements du G20 l'ont accueillie? Et peut-être dès lors que le G20 est une instance qui réunit des pays développés, mais aussi des pays en développement, est-ce qu'il y a des premiers retours sur l'utilisation potentielle de ce type de recettes additionnelles? Et voilà. Absolument. Donc oui, on avance sur le ugly avec Quentin Parinello, qui est le senior policy advisor de notre observatoire. On était à São Paulo la semaine dernière où il y avait la première réunion des ministres des Finances du G20 de l'année. Cette année, c'est le Brésil qui a la présidence du G20 et donc le Brésil nous avait invités à venir présenter notre proposition de taxation minimum coordonnée des ultra-riches. Très événement important. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que dans ce type d'enceinte G20, il y a une discussion sur ces questions-là, de progressivité fiscale, de taxation des très riches, de lutte contre les inégalités extrêmes. C'est vraiment la première fois qu'il y a eu un début de discussion. Alors bien sûr, on est très très loin d'un accord, c'est la première fois que ces sujets ont été évoqués. Et ce qui m'a frappé dans les réactions des différents ministres qui ont dû réagir, s'exprimer sur cette proposition, c'était que certains, et il faut s'en féliciter, ont dit que c'était une très bonne idée et qu'ils allaient être moteurs sur ces sujets, et c'est excellent. Mais la majorité des ministres, sans se prononcer sur le fond, le détail de la proposition, taxe minimum de 2% sur les milliardaires, on dit quelque chose de très important, qui est qu'ils saluaient l'initiative brésilienne de mettre ces questions à l'agenda du G20 et de ce type d'enceinte. Et ça, c'est important parce que ça pourrait vraiment, inaugurer une nouvelle ère de multilatéralisme qui mette au cœur du multilatéralisme la question de la lutte contre les inégalités et les injustices qui sinon peuvent corrompre nos démocraties contemporaines. Et donc ça, c'est vraiment un progrès dont il faut se féliciter. Que dire d'autre? Évidemment, personne ne s'attend à ce qu'il y ait un accord international là dans les semaines ou les mois qui viennent. On commence tout juste ces discussions-là. Néanmoins, quand même foncièrement, je suis assez persuadé qu'un jour on va se réveiller et voilà, à la radio le matin, la nouvelle, ce sera que les pays, un certain nombre de pays, se mettent d'accord sur un taux minimum effectif d'imposition des ultra riches. Est-ce que ça va mettre 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Personne ne sait. Mais bon, il y a urgence, je pense. Je le disais, l'urgence climatique, l'urgence démocratique à avancer rapidement sur ce sujet-là. Et le fait qu'un grand pays comme le Brésil ait décidé d'être fer de lance, d'organiser une coalition de pays pour se mobiliser sur cette question-là, c'est vraiment source d'espoir.
Donc je précise d'ailleurs que le G20 cette année est au Brésil, le prochain sera en Afrique du Sud, qui est également un pays qui s'intéresse à la question du financement et de la lutte contre les inégalités mondiales. Et le Brésil accueille également la COP 2030. La COP 30 en 2025, qui sera précédée d'un agenda de discussion sur les financements climat. Donc d'où la mobilisation également du Brésil pour une forme de financement innovant dès lors que l'agenda de discussion sur le climat aura une composante financière assez importante cette année et l'année prochaine. Peut-être un dernier mot. Donc le Brésil est un pays en développement, mais sur l'usage de ces recettes, est-ce que tu as une vision particulière dès lors qu'en réalité les États appliqueraient eux-mêmes sur leur propre base fiscale une forme de surimposition pour éviter d'avoir une taxation de la fortune qui serait de l'ordre de 0%, mais est-ce que tu en fais un sujet ou pas particulièrement? Bon, il y a un parallèle qui est fait avec le sujet climatique, mais est-ce que ça te semble important? Et sortant de ce G20, est-ce que tu le vois comme une problématique devant nous ou pas tellement? Oui, je pense à ça parce que dans le monde du développement, la taxation des billets d'avion affectée au secteur de la santé avait permis d'une certaine manière d'améliorer l'économie politique de la taxation en mettant en avant un objet qui pouvait être mobilisateur. Alors dans théorie fiscale, parfois la notion d'affectation est mal vue pour des raisons que je comprends bien, mais en revanche en pure économie politique ou pour montrer ce qui serait fait avec cet argent, qui ne serait pas que punitif mais également utilisé à des fins nobles, je dirais, ça peut faire partie du paquet pour promouvoir une mesure qui par ailleurs peut être populaire mais pas chez tout le monde. Absolument non, c'est une question essentielle et en fait c'est deux questions en une, c'est-à-dire qu'il y a une première question qui se pose qui est à quel pays cette taxe serait payée. Et puis ensuite, il y a au sein de ces pays, est-ce qu'il faut affecter la taxe à certains objectifs spécifiques, à certaines formes de dépenses spécifiques? Sur la question de l'affectation, je vais pas me prononcer pour les raisons que tu mentionnais, qui est que bon, foncièrement, je pense que ce sont des questions qui doivent être tranchées par une délibération démocratique, par un vote au Parlement, voilà, par le processus normal de la démocratie parlementaire. Maintenant, sur la question très importante de quels pays vont toucher la taxe, c'est pas quelque chose qu'on a discuté et qu'on a présenté dans le rapport. Le Brésil nous a commandité, en tant que président du G20, un rapport spécifiquement sur la question de l'imposition minimale des ultra-riches qu'on doit rendre avant la prochaine réunion des ministres des Finances qui aura lieu en juillet, donc on va rendre le rapport en juin, où on va détailler tout un tas d'aspects techniques et peut-être parler de cette question très importante de l'allocation des recettes aux différents pays. Alors il y a il y a plusieurs façons de voir cette allocation. Et d'abord, ce que je veux dire, c'est que ça va être un sujet sur lequel il faudra qu'il y ait une négociation, une discussion internationale la plus inclusive possible, qui mobilise tous les pays. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Une première façon de voir les choses consiste à dire, il faut que ce soit les pays où les milliardaires résident, ou en tout cas où ils ont vécu longtemps, qui collectent cette taxe. C'était dans la logique de ce que j'expliquais précédemment sur l'imposition des exilés fiscaux. Si vous avez vécu longtemps dans un pays, vous avez bénéficié des biens publics, des services publics de ce pays, donc vous devez payer des impôts à ce pays-là. Bon, je pense qu'il y a une logique très forte derrière tout ça. Mais il y a aussi une autre approche qui est très importante et aussi parfaitement logique, qui consiste à dire, finalement, la richesse des milliardaires mondiaux, d'où vient-elle? Elle vient du fait que ces milliardaires détiennent des grandes entreprises qui sont très profitables, qui valent très cher parce qu'elles ont accès aux marchés mondiaux, et puis aussi elles émettent du carbone qui contribue au réchauffement climatique, qui affecte toute la population, et donc de ce point de vue-là, il est parfaitement légitime d'allouer au moins une partie des recettes de cet impôt de façon beaucoup plus large à tous les pays du monde entier, peut-être proportionnellement à leur population, mais enfin pas seulement aux pays de résidence des milliardaires, qui se trouvent sont quand même essentiellement des pays du Nord, des pays à haut revenu. Et donc là, il y a une discussion très importante. Ces deux approches sont parfaitement légitimes et il faut qu'il y ait un débat, une discussion sur où mettre la barre exactement. Alors, je vais passer aux premières questions qui nous sont posées en ligne et je passerai ensuite la parole à la salle. Une question un peu d'ailleurs piquante, y compris pour l'AFD, aucune question n'est interdite. Comment se positionner par rapport aux milliardaires qui ont des activités philanthropiques internationales très élevées, donc qui d'une certaine manière s'auto-imposent peut-être en surcroît de leur imposition nationale des activités ou en tout cas font des dons sur des montants très très importants. Est-ce que vous voyez ça comme une forme de washing pour je cite la question, et une manière de s'exonérer d'impôts qui ne seraient pas payés. Est-ce que vous le voyez comme une des clés de calcul pour une contribution qui serait demandée? En tout cas, on a vu
des milliardaires qui parfois ont pris un rôle philanthropique très important, d'autres beaucoup moins d'ailleurs. Donc... Oui, je pense que la question, de façon assez classique, ma réponse est que la philanthropie ne doit pas se substituer à l'impôt. Elle doit éventuellement s'y ajouter, mais en tout cas qu'elle ne peut certainement pas excuser le non-paiement des impôts et remplacer le paiement de l'impôt, tout simplement parce que ce serait sinon une régression démocratique consternante. C'est-à-dire que la différence entre la philanthropie et l'impôt, c'est que la philanthropie, la personne qui donne choisit de la façon dont son argent est dépensé, et l'impôt, non, c'est nous qui choisissons démocratiquement, collectivement, de la façon dont il est dépensé, des priorités, etc. Et donc, ce serait vraiment revenir, j'en sais rien, à l'Angleterre victorienne du 19e siècle, que de dire on va se reposer comme ça sur la philanthropie, la charité des très grandes fortunes qui ne payent aucun impôt. Donc, il faut certainement pas que ça se substitue à l'impôt. Une autre question qui fait le lien entre cette fois-ci l'activité des multinationales et le climat. Alors, on est passé peut-être plus rapidement dans la présentation, mais le rapport donne des éléments plus détaillés. Une des raisons pour lesquelles le taux minimal d'imposition voit ses recettes espérer diminuer, c'est qu'un certain nombre de mesures fiscales ont été décidées et qui viennent en réduire le produit. Je m'explique, mais y compris l'enfer peut être pavé de bonnes intentions ou, selon le proverbe, derrière chaque niche fiscale, il y a un chien qui aboie. Et en l'occurrence, le chien qui aboie peut être motivé par de bonnes raisons, en l'occurrence la transition écologique. Et on a vu, c'est vrai, se multiplier les mesures fiscales d'incitation à la transition environnementale, énergétique notamment. Donc c'était l'une des colonnes qu'on voyait apparaître dans l'histogramme et qui amène à réduire le produit espéré de l'impôt. Est-ce que vous positionnez plutôt contre ce type de mesures ou alors plutôt sur un taux qui serait plus élevé permettant des mesures fiscales d'incitation au déploiement d'énergie non carbonée, par exemple? Parce que c'est un des points importants qui est apparu entre ce seuil minimal et le résultat final tel qu'il est apparu dans le diagramme qui était présenté. Oui, alors question absolument fondamentale. Effectivement, on observe depuis quelques années l'émergence d'une nouvelle forme de concurrence fiscale internationale qui prend la forme de crédits d'impôt et de subventions pour les énergies vertes. Ça a commencé avec la Chine qui a arrosé de subventions les producteurs chinois de batteries, etc. Puis les États-Unis ont répliqué avec l'Inflation Reduction Act, qui, comme tout le monde le sait, n'a rien à voir avec la réduction de l'inflation, mais qui consiste simplement en tout un tas de crédits d'impôts et de subventions pour les producteurs américains d'énergie verte, suite à quoi l'Union européenne a annoncé qu'elle souhaitait relaxer ses règles extrêmement strictes en matière d'aide d'État et rappliquer aux subventions américaines. Donc maintenant, on est en plein dans cette spirale-là, qui a un aspect très positif. Il faut toujours commencer par ce qui est bien. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que évidemment, ça peut, on l'espère, contribuer à accélérer la transition vers l'économie zéro carbone. Très, très, très bien. Mais néanmoins, il y a un aspect très négatif, très problématique, qui est que, comme les formes standards de concurrence fiscale, ce type de politique va avoir des effets inégalitaires. C'est-à-dire que, on arrose de subventions des entreprises, des grandes entreprises, et in fine les propriétaires de ces entreprises, et ce qui a un coût très fort en termes de réduction des recettes publiques. Donc ça, c'est un résultat sur lequel je suis passé rapidement, mais grosso modo, on estime que le coût de cette nouvelle forme de concurrence fiscale va être très très significativement, va être 2 à 3 fois plus élevé que ce que les États sont en train de récupérer avec la taxation minimale des multinationales. Donc d'un côté, on dit avec la taxe minimale à 15%, on augmente les recettes d'impôt sur les sociétés mondiales de 5%, mais en même temps qu'on les fait payer un peu plus, on va dire on va vous rendre l'équivalent de 10 à 15% des recettes mondiales d'impôt sur les sociétés avec nos nouveaux crédits d'impôt pour l'énergie verte. Ça, c'est quand même déjà un coût en termes de recettes fiscales sonnantes et trébuchantes très notable. Et puis surtout, l'erreur fondamentale. Donc, ce type de politique, si elle n'est pas accompagnée de mesures égalitaires, et il y en a un petit peu dans l'IRA américaine, parfois certaines aides sont conditionnées à certaines politiques, par exemple, les entreprises fournissent des congés payés ou une certaine politique salariale, etc. Mais dans la plupart des cas, c'est pas le cas. Donc, ces politiques viennent augmenter les inégalités. Donc, le problème fondamental, l'erreur fondamentale qu'on commet, c'est d'opposer la lutte contre le changement climatique d'un côté et la lutte contre les inégalités de l'autre. Et c'est l'erreur qu'on a commise collectivement depuis plusieurs décennies déjà et qui est au cœur de notre incapacité collective à lutter efficacement contre le changement climatique. Et là, vraiment,
comment dire, il faut changer de logiciel. C'est-à-dire l'idée que pour lutter contre le changement climatique, finalement, la façon dont on va le faire, c'est via des baisses d'impôts pour les entreprises multinationales, via des crédits d'impôts remboursables. C'est une erreur philosophique considérable. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun combat civilisationnel qui a été remporté à coup de crédit d'impôts. J'en sais rien, quand il a fallu que les États-Unis construisent des Liberty Ships en 1940, ils se sont pas dit tiens, on va donner des crédits d'impôt pour construire des bateaux plus vite et mieux. Pas du tout. Ce sont des combats qui se gagnent à coup d'investissement en public, en créant des nouvelles formes de coopération internationale, avec parfois le contrôle public de certaines formes de production de biens et de services essentiels. Alors, certainement pas en tout cas à coup de crédit d'impôt remboursable. Donc là, on va dans la mauvaise direction malheureusement. Merci pour cette réponse très claire. Je vais peut-être me tourner vers la salle s'il y a des questions. Donc je vois peut-être des questions au premier rang. Alors j'indique d'ailleurs que cette séance est filmée, enregistrée. Donc présentez-vous et chacun assumera ses libres propos. Voilà. Merci beaucoup, Hélène Joufelkit, donc du département recherche. Moi, j'ai 3 petites questions. La première concerne le taux d'évasion fiscale. Donc, au niveau global, vous parlez de 10% issus de l'évasion fiscale des grandes entreprises. Est-ce qu'on a des détails un petit peu au niveau géographique? Quels sont les grands pays perdants, ceux qui le sont moins? Enfin voilà, donc le détail un peu géographique. La deuxième question concerne les mécanismes d'évasion des milliardaires, enfin des plus riches, donc ça c'est pareil, en moyenne on voit qu'ils passent à 25% d'imposition contre 45%, donc vous avez donné le détail pour 3 pays, mais est-ce que ces mécanismes sont équivalents donc d'évasion dans tous les pays, y compris dans les pays en développement ou pas? Et le troisième point concerne les questions de coordination mondiale versus action des pays eux-mêmes, parce que je pense que c'est vraiment un sujet clé en fait, ne pas se cacher derrière des enjeux de coordination pour dire qu'on ne peut pas agir au niveau de politique nationale. Donc vous avez un certain nombre de propositions dans le rapport. Est-ce que vous avez pu les tester avec certains pays? Enfin, quels sont les retours et les premiers retours autour de ça? Merci beaucoup. Je vais commencer par la dernière question. Donc, c'est vrai que à chaque fois j'ai l'occasion de présenter de parler de ces sujets dans les différents pays où je peux aller, j'essaie de convaincre mes interlocuteurs que eux, les Norvégiens, les Brésiliens, les Allemands, etc., ils pourraient créer cette dynamique, ils pourraient agir unilatéralement et bon, pour le moment sans succès, mais je pense qu'avoir compris, disons, le blocage et aussi pourquoi ce blocage peut-être va se lever très prochainement. Sur la proposition très concrète qui consiste à taxer les exilés fiscaux après leur départ, qui est la proposition en fait vraiment la plus logique pour gérer ces questions de concurrence fiscale internationale sur les grandes fortunes. En fait, historiquement, la plupart des pays, je pense, se disaient que c'était impossible à faire en pratique parce qu'il n'y avait pas d'échange d'informations bancaires. Et donc, ils perdaient la capacité à observer le revenu de leurs ex-résidents, maintenant non-résidents, après leur départ. Mais maintenant qu'il y a l'échange automatique d'informations bancaires, en fait, ça devient possible. C'est-à-dire que voilà, un milliardaire français part s'installer en Suisse, et ben la banque suisse, maintenant, va communiquer les informations à l'administration fiscale française. Et donc, il devient possible de mettre en œuvre concrètement cette imposition unilatérale des exilés fiscaux. Mais comme cet échange automatique d'informations bancaires est très récent, et honnêtement, les données qui en sont issues ne sont pas encore utilisées de façon très systématique dans la plupart des pays. C'est pour ça qu'il y a encore un scepticisme. Mais avec sa montée en puissance, je pense que assez vite, certains pays vont réaliser « Ah oui, on peut le faire ». Et comme tout le débat sur ces questions, in fine, se résume à ça, à cette question de la faisabilité de taxer tout seul les très grandes fortunes, et ben, à mon avis, au moins dans un pays, à un moment, il y aura un gouvernement qui dira « Allez, on essaye ». Je pense que ça marchera et qu'ensuite ça se généralisera. Sur la deuxième question qui est sur la régressivité de l'impôt, les faibles taux d'imposition des milliardaires, comment ça se compare au niveau international. Alors, la grande limite du rapport, et c'est sur ça qu'on concentre nos efforts maintenant au sein de notre observatoire de la fiscalité, c'est que les études existantes ne concernent pour le moment que pour les pays, que les pays du Nord, que les pays à haut revenu, et donc il n'y a pas d'études qui ont été faites pour les pays du Sud global. La semaine dernière, à São Paulo, on a signé, en même temps que le G20, un accord de coopération
avec l'administration fiscale brésilienne pour coopérer sur un certain nombre de projets de recherche. Et le premier projet, ça va être un projet consistant à faire exactement ce type d'études au Brésil, où il y a d'excellentes données administratives qui sont disponibles au sein de l'administration brésilienne pour quantifier tout ça. Et on espère pouvoir systématiser, et on travaille dur d'arrache-pied pour systématiser ce genre d'études au plus grand nombre de pays. Sur la première question de l'évasion fiscale des multinationales et voilà qui sont en gros qui perd le plus et qui sont les grands coupables. Pour résumer un tout petit peu rapidement le propos, c'est en gros tout le monde se pique un peu d'assiettes les uns aux autres, mais les plus grands perdants en termes d'assiettes fiscales qui s'évaporent, ce sont les pays d'Europe continentale. Et pourquoi? Eh bien parce que les entreprises qui sont les plus agressives en matière de délocalisation de bénéfices, ce sont les entreprises multinationales américaines. Pour les entreprises américaines, on estime que c'est à peu près la moitié de leurs bénéfices hors États-Unis qu'elles délocalisent dans les paradis fiscaux. Alors que pour les multinationales non américaines, c'est pas zéro, loin de là, c'est plutôt de l'ordre de 20 à 30% de leurs bénéfices multinationaux, c'est-à-dire bénéfices enregistrés hors de leur territoire de siège, qui sont délocalisés dans les paradis fiscaux. Donc schématique, pour simplifier, voilà, le schéma type, ça va être une grande entreprise multinationale américaine qui fait des bénéfices en France, mais les bénéfices s'évaporent vers l'Irlande ou vers le Luxembourg, etc. Merci beaucoup, Gabriel. Donc, j'ai une question ici, une à ma gauche. Peut-être des questions relativement courtes. On va en prendre 2 ou 3 si vous le voulez bien. Merci. Merci Thomas. On va passer aux questions en ligne après. Bonjour, Amaury Mullier, adjoint d'Hélène également à la recherche et en charge du risque pays. Moi, je reviens une seconde sur l'exit tax parce que je pense que le diable est dans les détails, ou exit tax, parce qu'on pourrait l'appeler. Donc, je pense qu'effectivement, telle qu'elle est décrite là, enfin, et pour le coup, tout le raisonnement, on le suit jusqu'au bout et on a envie d'y adhérer, mais une exit tax comme ça, est-ce que vous n'avez pas peur qu'elle traiterait le cas des actuels milliardaires qu'on réussirait à attraper ou à désinciter de partir, mais qu'en revanche, ça serait aussi un gros incitatif pour les futurs milliardaires ou les milliardaires en devenir de partir avant de se faire attraper par la patrouille, parce que nécessairement il y aurait un seuil, j'imagine. Et en particulier, enfin plus que ça, donc il y a est-ce qu'on désinciterait pas les futurs très riches à partir avant, voilà. Et également, finalement, on se priverait, parce qu'on parle des milliardaires pour simplifier le débat, mais peut-être que dans les très gros multimillionnaires, il y a aussi des choses à aller chercher. Et à ce moment-là, quand on fixe ce type de seuil, voilà, enfin, il y a cette espèce de mesure d'exit, on voit pas pourquoi elle serait pas elle-même progressive à un moment donné. Et donc, enfin, tout ça pour dire, est-ce que à la fin, il faut pas quand même un groupe de pays, au moins l'Union européenne, pour appliquer ce genre de mesures, parce qu'un pays tout seul comme la France, dans le fond, y perdrait, surtout quand on voit les pratiques des voisins tels que les Pays-Bas, le Luxembourg ou l'Irlande. Voilà. Je précise d'ailleurs qu'il existe des exit tax et des exile voilà. tax qui sont pas exactement la même chose conceptuellement, mais exactement. Alors, première chose. Vous avez parfaitement raison que ce type d'approche fonctionnerait mieux si on agissait à plusieurs. D'une façon générale, c'est toujours vrai en matière fiscale, la taxation des grandes fortunes, des entreprises multinationales, des acteurs économiques les plus mobiles, ça marche d'autant mieux qu'on se coordonne et qu'on agit à une échelle plus fédérale plutôt qu'à un niveau très, très local. Donc ça, c'est vrai. Mais ceci dit, le dispositif que je décris, je pense, peut vraiment fonctionner, là, pour le coup, dans une perspective purement unilatérale. Et vous avez raison que la critique principale qui est en général adressée au dispositif d'exit tax, c'est celle que vous mentionnez, c'est-à-dire, mais les gens vont partir avant de devenir très riches, ou même avant que la loi passe, en anticipation, et pour éviter cette exit tax. Mais la taxe que je propose n'est pas une exit tax, peut-être qu'il faut l'appeler, comme vous l'avez dit, une exil tax, mais c'est différent des systèmes d'exit tax. Les systèmes d'exit tax qui existent déjà dans certains pays comme la France, c'est vous partez et au moment du départ, vous allez être imposé sur votre patrimoine ou etc. Bon. Et puis après, je simplifie un tout petit peu. Mais en gros, c'est ça. C'est au moment du départ, il y a une taxe à payer, mais après, rien n'est dû. Moi, ce que je propose, c'est différent. Ce que je propose, c'est de dire que après votre départ, pendant un certain nombre d'années, en fait, ça va être comme si vous n'étiez pas parti. C'est-à-dire que l'ensemble de vos revenus vont continuer à être taxés dans votre pays d'origine, comme si vous n'aviez pas bougé.
C'est vraiment différent. Et là, donc pour être très précis, la façon dont ça fonctionnerait, c'est de la façon suivante. Il y aurait 3 conditions. D'abord, est-ce que vous avez été résident fiscal longtemps? On peut définir ce que ça veut dire dans un pays donné. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut sortir du champ d'une mesure de cette nature toutes les personnes qui passent 2-3 ans ici, qui viennent étudier, par exemple, dans un pays, puis ensuite repartent dans leur pays d'origine. Bon, toutes ces personnes-là ne seraient pas concernées. C'est la première question. Le premier critère, c'est est-ce que vous avez vécu suffisamment longtemps dans un pays. Deuxième critère, c'est est-ce que vous vous êtes enrichi dans ce pays. Donc, vous avez maintenant, à l'issue après avoir passé 10, 20 ans, 30 ans comme résident fiscal français, votre patrimoine est au-delà d'un certain niveau. D'accord? Parce qu'on veut pas non plus avoir des mesures qui s'appliquent comme ça à plein de gens pour lesquels voilà, qui sont pas concernés par cet exil fiscal. Donc, est-ce que vous avez plus de 10 millions d'euros de patrimoine? Enfin, on peut définir ce que ça veut dire très riche. On peut discuter. Et puis, troisièmement, le troisième critère, c'est maintenant, si vous partez vous installer dans un territoire à fiscalité faible. D'accord? Donc, si ces 3 critères sont réunis, votre pays d'origine devrait, de mon point de vue, continuer à vous taxer pendant un certain nombre d'années. On peut discuter 5, 10, 15 ans après votre départ. Et parce que, disons, on pourrait appliquer pour répondre directement à votre question, on pourrait appliquer cette taxe aux gens qui sont déjà partis. D'accord? C'est-à-dire les gens qui sont déjà partis, des Français qui ont vécu en fait 50 ans, 60 ans en Suisse, sont devenus immensément riches. Des Français qui ont vécu 50 ans, 60 ans en France, sont partis en Suisse, sont devenus immensément riches en France. La France pourrait dire, non, en fait, maintenant, vous devez continuer à nous payer un peu d'impôts pendant un certain nombre d'années. Donc, je pense que c'est plus puissant que l'exit tax. Alors, on peut dire ensuite, ah oui, les gens anticiperaient avant même de passer 10 ou 20 ans en France, enfin, immédiatement, je veux dire, à 25 ans, ils se diraient, il faut absolument quitter la France parce que si je deviens milliardaire et que je reste trop longtemps en France, je vais tomber potentiellement dans les filets de cette taxe. Mais je pense que, bon, en pratique, c'est assez peu risqué. Et surtout, le mécanisme que je propose est quand même plus vaste et plus puissant, plus robuste que l'exit tax définie étroitement tel qu'elle existe aujourd'hui. Peut-être une question qui était posée dans le chat sur en quoi ce dispositif se distingue de ce que pratiquent les États-Unis, c'est-à-dire un taux d'imposition pratiqué sur leurs ressortissants, donc attachés à la nationalité américaine. Est-ce que peut-être pour expliquer la différence entre les deux dispositifs? Très bonne question, et je pense que ça a été en partie fait juste avant, mais en expliquant la différence, je pense que c'est aussi une bonne façon de mieux expliquer ce dispositif. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a 2 façons polaires dont les pays gère cette taxation des non-résidents. Il y a le cas américain. Le cas américain, c'est la taxation est fondée sur la citoyenneté. Si vous êtes né aux États-Unis et que donc vous avez la citoyenneté américaine, vous êtes taxable aux États-Unis jusqu'au restant de vos jours. Donc très concrètement, vous êtes né aux États-Unis, mais vos parents déménagent quand vous avez 2 mois. Ensuite, vous ne remettez plus jamais les pieds sur le territoire américain. Et alors néanmoins, vous devez payer des impôts aux États-Unis jusqu'à l'âge de 99 ans, enfin jusqu'au restant de vos jours. Ça, c'est ce que font les Américains. Ce que font les autres pays, c'est l'extrême inverse. C'est l'exact extrême inverse. C'est-à-dire, vous avez vécu toute votre vie en France. Toute votre vie en France. Et puis, tout d'un coup, là, vous partez, vous installez dans un canton suisse où il y a une imposition au forfait négligeable. Et ben, au 1er janvier de l'année prochaine, la France arrête de vous taxer. Peut-être qu'il y a une exit tax au départ, mais en tout cas, sur vos revenus touchés après le 1er janvier de l'année prochaine, plus rien n'est dû en France. C'est l'exact opposé. Moi, je pense que ces 2 cas extrêmes ne sont pas bons l'un comme l'autre, et que le bon système, c'est un entre-deux. L'entre-deux, c'est d'abord, il ne faut pas que l'impôt soit fondé sur la citoyenneté. Ce qui compte, c'est est-ce que vous avez vécu longtemps? C'est la résidence. Est-ce que vous avez été résident longtemps dans un pays donné? Et puis, peut-être, c'est un peu trop extrême de dire les impôts vous suivent jusqu'au restant de vos jours. On peut dire, ça peut dépendre du nombre d'années que vous avez été résident dans un pays donné. Donc, vous avez vécu 40 ans en France, les impôts français vont vous suivre 5 ou 10 ans ou 15 ans après votre départ de France. Donc, il faut vraiment le voir comme un entre-deux, entre ces 2 cas extrêmes qui, l'un comme l'autre, sont trop extrêmes. Le modèle américain où, voilà, quel que soit votre revenu, quel que soit le temps que vous ayez passé aux États-Unis, vous devez payer des impôts aux États-Unis si vous avez la citoyenneté américaine. Honnêtement, il casse les pieds à plein d'Américains, et il ne sert à rien en termes de justice fiscale et même en termes de recettes fiscales pour les États-Unis, parce qu'il y a plein d'Américains qui sont dans des pays à fiscalité à peu près équivalente aux États-Unis, donc ils n'ont rien de plus à payer aux États-Unis, ils doivent juste envoyer une feuille d'impôt. Enfin bon, c'est toute une bureaucratie qui sert un peu à rien. Mais ce que fait la France et ce que font tous les autres pays,
Et l'absurde inverse, c'est-à-dire c'est vraiment injustifiable de dire vous êtes devenu milliardaire en France et maintenant à l'âge de 83 ans vous partez vous installer en Suisse et vous n'avez plus rien à payer en France immédiatement, c'est trop extrême. Merci Gabriel. J'avais donc une question de Philippe Orliange à gauche. On reviendra de l'autre côté de la salle ensuite. Merci beaucoup. Je vous suivais en vidéo, mais j'ai trouvé ça tellement passionnant que je suis précipité, ce qui m'explique que j'ai manqué une partie de votre intervention. Est-ce que vous voyez des locomotives politiques internationales qui peuvent aider à remettre le sujet sur l'agenda? On a cette conférence sur le financement du développement l'année prochaine à 10 plus 10, où ça me semble être une occasion. Mais est-ce que c'est le bon endroit? Parce que le G20, je pense qu'on a de la chance avec les Brésiliens. Je ne sais pas si les futures présidences du G20 montreront sur le sujet le même appétit. À vrai dire, j'en suis pas sûr. Et puis les Brésiliens ont fait une réforme interne fiscale qui les motive probablement aussi. Et mon autre remarque, c'est il me semble que la raison d'être de ce type de réforme, c'est d'abord de financer les politiques publiques nationales. Je suis pas absolument convaincu par le greffon. Oui, ça va alimenter un grand fonds, un mécanisme de redistribution internationale. Surtout quand on voit comment fonctionne le fonds vert pour le climat, on se dit que si déjà ça sert à donner une base de financement des politiques publiques nationales alignées sur les accords de Paris et les ODD, c'est déjà pas mal. C'est des questions difficiles. Sur la première, disons que moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait que le G20 a été moteur en matière de réforme fiscale internationale, puisque c'est le G20 qui a mandaté l'OCDE pour travailler sur l'échange et élaborer des normes d'échange automatique d'informations et de la taxation minimale des sociétés multinationales, qui sont les deux grandes réussites, la première étant encore plus grande que la deuxième, mais qui sont quand même les deux grandes réussites majeures de la coopération économique internationale des 15 dernières années. Et ça, c'est parti, ça a commencé au G20. Donc c'est pour ça qu'on passe quand même beaucoup de temps à essayer d'être présent dans ce type de forum. Cette année, c'est le Brésil qui a la présidence. L'année prochaine, c'est l'Afrique du Sud. Dans la réponse du ministre sud-africain de l'économie la semaine dernière à São Paulo, on avait l'impression qu'il faisait partie de ce groupe de ministres qui saluait l'initiative brésilienne de mettre à l'agenda ces questions. Et donc, je pense qu'au moins pour le court terme, le Brésil a une volonté politique très forte. Mais même après, on a l'impression qu'il y a quand même un momentum politique. Ça va être aussi important de connecter cette discussion à terme, peut-être pas immédiatement, mais à terme avec les discussions de finances climat, où ça a été rappelé, le Brésil va avoir la présidence de la COP 30, et donc à un moment il va falloir que ces questions d'imposition minimale des ultra-riches fassent aussi partie de la conversation sur le financement de la transition écologique. Et c'est parfaitement cohérent et logique d'avoir ces deux discussions en même temps, dans la mesure où il y a un lien direct entre les deux. Les très grandes fortunes sont aussi celles qui émettent considérablement plus de carbone que le reste de la population. Et comme je le rappelais, ce qui a été au cœur de notre incapacité collective à progresser en matière de lutte contre le changement climatique, c'est qu'à peu ou prou toutes les politiques qu'on a proposées étaient en fait des politiques inégalitaires et qui ont donc suscité des levées de boucliers, des réactions très fortes, mais qu'il faut comprendre et qu'il faut surmonter en proposant des politiques climatiques progressives. Et voilà, je crois que ça répond à vos questions, j'espère. Alors, j'avais des questions à droite également, juste en face, et je vais peut-être reprendre quelques questions en ligne. Donc, merci de faire des questions relativement brèves. Florence, Karl, et après, on très rapide. Donc, Florence Segal du département de la stratégie. Donc, moi, j'ai deux questions. La première sur on va dire le constat que les accords qu'on a pu trouver au niveau international sont finalement des accords qui ont de très gros effets d'annonce. Je pense notamment à BEPS et puis à cet impôt minimal sur les multinationales. Et finalement, on ne trouve un accord en fait que sur le plus petit dénominateur commun. C'est le cas pour multinationales avec
un taux d'imposition bien inférieur à ce que vous, côté observatoire, vous souhaitiez, beaucoup d'exemptions. C'est le cas aussi, je pense, sur l'instrument multilatéral sur le BEPS, qui était censé mettre à niveau toutes les conventions fiscales, qui aujourd'hui peut afficher une très longue liste de membres, mais en fait, il y a beaucoup de techniques pour opt-in ou opt-out de toutes les obligations OCDE. Ma question est la suivante. Comment est-ce que sur votre proposition de taxation des ultra-riches, on évite cet effet-là d'un côté avoir une annonce formidable dans les enceintes internationales et ensuite se retrouver avec le plus petit dénominateur commun et un accord affaibli. Et puis deuxième question qui est peut-être un peu plus éloignée, mais vous en parlez dans votre rapport, il y a le constat d'un nombre croissant au sein de l'Union européenne de régimes fiscaux spéciaux, préférentiels. Pourtant, on a toujours une Commission européenne qui publie régulièrement des listes des paradis fiscaux qui ne contient aucun État membre. À quoi elles servent aujourd'hui ces listes et est-ce que on a un autre espoir que celui des ONG pour avoir des listes crédibles sur le plan fiscal? Merci. Peut-être juste un point avant de vous donner la parole. Il est dit d'ailleurs dans le rapport, et je crois que c'est très important, qu'il ne revient pas aux experts de déterminer la fiscalité d'un pays ou la fiscalité internationale. Donc l'esprit du rapport n'est pas de dire voilà nécessairement ce qui serait bon, mais c'est une forme d'outil de simulation, de proposition, mais évidemment derrière, et en particulier dans des États démocratiques, c'est les citoyens, la population qui va déterminer le taux souhaité d'imposition, l'utilisation des ressources, les inégalités qui peuvent en résulter. Donc je dis ça parce que là sont présentées des propositions relativement précises, mais évidemment il y a une couche politique qui vient derrière qu'il faut pas prendre d'ailleurs nécessairement de manière négative. Au contraire, dans une société démocratique, c'est parfaitement normal que les élus représentant les citoyens viennent de déterminer ce qu'est le bon taux de taxation, que ce soit pour des individus ou pour des sociétés. Donc on peut, en tant qu'expert, je dirais estimer que c'est décevant d'avoir un taux qui est plus bas, mais il y a quand même des processus électoraux qui sont importants. Voilà. Oui, c'est très important de l'avoir rappelé. Effectivement, nous, ce qu'on veut faire, c'est de contribuer à enrichir le débat démocratique. Pas s'y substituer, et ça c'est très important. Et je pense que sur ces questions de fiscalité internationale, on est victime de la pauvreté du débat démocratique sur ces questions. C'est-à-dire que je pense pas qu'on puisse dire que le taux minimum de 15% reflète des choix démocratiques bien éclairés et qui étaient discutés de façon transparente. En fait, quand on regarde la façon dont ça se passe, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire tout ça est discuté dans des enceintes très techniques, à l'OCDE ou ailleurs. Et puis ensuite, quand il s'agit de voter au Parlement, en fait, tout a déjà été décidé. Les parlementaires reçoivent un texte de 60 pages absolument incompréhensible qu'il faut voter immédiatement. Il n'y a aucun débat et c'est comme ça que ça passe. Et en fait, c'est en partie pour cette raison qu'on arrive à des accords si décevant. C'est la pauvreté de la délibération démocratique sur ces questions. Alors même qu'il y a un débat riche en matière fiscale en général, mais pour ce qui est des questions de coopération fiscale internationale, d'harmonisation et de taxation commune harmonisée, la discussion est beaucoup trop peu démocratique. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que que pour ce qui est de l'imposition des multinationales, l'approche qui a été suivie consistait à dire il faut un consensus ou quasi-consensus. Alors là, déjà, à partir du moment où c'est cette perspective qui est adoptée, on sait grosso modo que ça va pas marcher parce que s'il faut absolument que l'Irlande, les îles Caïmans, les Bermudes signent l'accord, dans la mesure où aujourd'hui la délocalisation des bénéfices dans ces paradis fiscaux rapporte énormément. Si on regarde juste, c'est un des graphiques du rapport, en termes sonnants et trébuchants, c'est très frappant. Si on regarde les recettes d'impôt sur les sociétés, en France ou en Allemagne, c'est de l'ordre de 1 000 € par an par habitant, les recettes d'impôt sur les sociétés d'un pays comme la France. Si on regardait en Irlande, jusqu'aux années 90, c'était pareil, de l'ordre de 1 000 € par an par habitant. Et aujourd'hui, c'est 5 000 € par an par habitant. D'accord? Donc, pour un ménage à, je sais pas, deux adultes, 2 enfants, ce que l'Irlande touche en recettes d'impôt sur les sociétés, c'est l'ordre de 20 000 € par an. C'est quand même vraiment beaucoup d'argent. Et évidemment, il y a tout un tas d'avantages autres que ces recettes fiscales sonnantes et trébuchantes. Il y a plus d'activités, plus d'emplois.
Tout ça, comme je le disais, se faisant à somme nulle ou en fait à somme négative au niveau mondial. Mais donc si on dit s'il vous plaît acceptez l'accord, sinon on ne fait rien, évidemment on se contraint à des accords très très limités. Et la façon de surmonter ça, c'est de commencer avec des coalitions de pays où il y a une volonté de progresser, et donc on n'a pas besoin de commencer à 140, on peut commencer tout seul, ou à 3, ou à 5, ou à 10, etc. Merci Gabriel. Donc j'avais une question ici de Karl. Après je passe à vous. Beaucoup de questions dans la salle. Voilà. Merci très rapidement. Merci beaucoup d'abord pour cette présentation de discussion. Vous avez parlé au début du consentement à l'impôt, et vous n'avez pas parlé du consentement à l'impôt justement des ultra riches. Alors je ne sais pas si j'ai une foi angélique en l'altruisme, mais il y a un mouvement quand même des ultra riches pour demander à être taxés davantage. Est-ce que ça peut être un des moteurs politiques et un voilà. On va prendre plusieurs questions pour voilà. Donc monsieur et après monsieur au fond et ensuite je passerai aux questions en ligne. Laurent Padouja, je suis membre du comité de financement des ONG de l'agence. Une question qui se réfère à au point que vous veniez de soulever. On voit que la taxation minimum, la question de la taxation minimum des multinationales a surtout été portée par l'OCDE. Et on voit maintenant certains pays qui demandent à ce que la question soit transférée aux Nations Unies. Vous ne craignez pas un enlisement un peu dans ce nouveau cadre? On va prendre une dernière question au fond de la salle et je consulte les questions sur Internet. Bonjour, Daniel Schwab, je suis architecte. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi interrelationner la question du climat avec la misère, manque d'éducation et de santé dans les pays sous-développés où les multinationales gagnent beaucoup d'argent? Parce que sinon, on peut résoudre le problème du climat, mais la misère continue. Tout à fait. Alors, je vais commencer par répondre à la question sur l'ONU. Effectivement, c'est une évolution très importante et je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont noté. En novembre de l'année dernière, il y a eu un vote très important aux Nations Unies visant à créer une convention cadre en matière fiscale aux Nations Unies. D'accord ? De façon caricaturale et regrettable, grosso modo, tous les pays membres de l'OCDE, c'est-à-dire les pays riches, ont voté contre ou se sont abstenus, et tous les autres pays ont voté pour. Je pense que c'est une erreur de la part des pays de l'OCDE d'avoir accueilli cette initiative avec tant de scepticisme et de façon trop défensive, parce qu'en réalité, on a tous à gagner collectivement à ce que ces questions de coopération fiscale et de lutte contre les inégalités soient discutées dans une perspective véritablement mondiale, qui prennent au sérieux les intérêts des milliards d'habitants des pays du Sud global. Et aussi, en tant que bon économiste, je pense que des fois, un peu de concurrence ne fait pas de mal et que c'est pas mauvais pour l'OCDE, qui a fait sur certains sujets du bon travail, l'échange automatique d'informations bancaires, un grand succès, mais qu'elle soit concurrencée ou complétée par d'autres organisations internationales comme les Nations Unies. Donc, de mon point de vue, c'est vraiment une évolution très positive. J'ai oublié la première question. Pouvez-vous me rappeler très rapidement? Ah oui, les milliardaires. Le consentement. Alors oui, il y a ce mouvement des patriotic millionaires, des millionnaires patriotiques. Alors déjà, c'est les patriotic millionnaires. Hein, des millionnaires, il y en a beaucoup dans le monde. Donc on peut toujours en trouver qui sont en faveur d'une fiscalité plus progressive. Quand on regarde déjà les milliardaires, il y en a beaucoup moins. Hein. Sur les 3000 qu'on a recensés, il y en a vraiment très 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 peu qui militent pour plus de justice fiscale.
Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième non, ma réaction, c'est que bien sûr que leur contribution est la bienvenue, mais que en même temps, bon, voilà, c'est pas de la même façon que c'est pas aux économistes, aux experts de décider quel devrait être le taux d'imposition des milliardaires. Ce n'est pas non plus aux milliardaires de décider quel devrait être le taux d'imposition des milliardaires. Et puis sur la troisième question, moi, je voudrais juste rappeler que pourquoi est-ce que tout ça est important, hein, c'est 500 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires. Alors il y a l'aspect lutte contre le changement climatique, mais quand même fondamentalement une critique qui est parfois adressée à ce genre de propositions, c'est mais est-ce que vous n'allez pas tuer la croissance ou réduire la croissance économique avec toutes ces nouvelles taxes que vous voulez imposer partout dans le monde? Et en fait, non, c'est-à-dire que fondamentalement, quel est le moteur du développement économique d'un pays et du progrès économique, humain et social? Quel est le moteur de la croissance économique? La grande leçon de l'histoire économique, c'est que le moteur de la croissance, c'est l'investissement massif dans l'éducation de qualité pour tous, l'accès à la santé de qualité pour tous et les infrastructures publiques qui permettent aux entreprises d'être productives. Et donc, avec ces 500 milliards, c'est évidemment que c'est pour financer tous ces biens publics et ces services publics qui sont le vrai moteur de la croissance économique. Alors peut-être je prends quelques questions qui ont été formulées en ligne, certaines assez précises. Donc, nous verrons ce qui pourrait être traité. Est-ce que le Panama est encore un paradis fiscal? Et j'ajouterais peut-être dans question complémentaire, est-ce que les Panama Papers sont un des fondements ou un des moteurs de l'économie politique de vos propositions? Il y a des questions sur le Portugal. Est-ce que le Portugal, avec une politique trop progressiste, a provoqué l'exode de ces millionnaires ou de ces milliardaires? Donc de questions de cette nature-là. Et troisième question sur les modalités de taxation de la fortune. Pourquoi ne pas se contenter de taxer l'héritage, ce qui serait fait une fois pour toutes, plutôt que de taxer annuellement la fortune, qu'elle soit immobilière ou sous d'autres produits. Donc, je propose que peut-être Gabriel, vous choisissiez aussi de répondre en tout cas à ces questions, et puis on conclura juste après, peut-être par le mot de la fin. L'héritage, bien sûr qu'il faut taxer l'héritage de façon progressive pour des raisons méritocratiques évidentes, mais c'est pas suffisant. Le problème, c'est qu'on meurt qu'une fois, et donc l'impôt n'est payé qu'une seule fois. Ce qui veut dire en particulier que si vous arrivez à éviter cet impôt-là, et l'impôt sur l'héritage, hélas, dans de nombreux pays, il y a toute une industrie d'évasion fiscale, d'optimisation fiscale qui s'est développée. Si vous arrivez juste à ce moment-là, en ayant dissimulé vos actifs dans des trusts, etc., et échapper à cet impôt, finalement, vous avez échappé à toute imposition sur le patrimoine pendant toute votre vie et votre mort aussi. Et alors qu'avec un impôt annuel sur la fortune, en fait, on se protège contre ce risque-là. Mais surtout, dans le système fiscal idéal, il y a 3 éléments. Il y a l'imposition progressive des revenus, c'est vraiment le pilier des systèmes fiscaux contemporains et le plus important. Mais il faut le complémenter, cet impôt progressif sur le revenu, par un impôt progressif sur le patrimoine pour les très riches, tout simplement parce que la notion de revenu n'est pas bien définie pour les très grandes fortunes, et donc l'impôt sur le revenu échoue à bien taxer les grandes fortunes. C'est pour ça que pour eux, il y a besoin d'un impôt sur le patrimoine annuel lui-même. Parce que c'est pas suffisant de dire, écoutez, certes, Mark Zuckerberg ne paye pas d'impôts, mais vous comprenez, dans 57 ans, il va payer des impôts, ou peut-être pas d'ailleurs, mais enfin, au moment de la succession, c'est pas suffisant parce qu'il y a des besoins annuels, enfin même quotidien, en matière de financement, l'éducation, la santé, les infrastructures. Et donc on ne peut pas simplement dire pour les étudiants, pour les enseignants, pour le tout venant, il faut payer sonnant et trébuchant chaque année, mais pour les milliardaires, on se contente d'attendre leur décès pour éventuellement leur faire payer un peu d'impôts. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut cet impôt annuel sur la fortune, et en plus un impôt sur la succession pour les raisons méritocratiques. Le Portugal, j'ai pas d'éléments particuliers. Le Panama, pour répondre très rapidement, qui était au cœur des Panama Papers, qui a historiquement été un territoire de domiciliation des sociétés écrans. Ce que je veux juste dire, c'est que l'évasion fiscale des grandes entreprises, parfois on se dit ça a lieu au Panama, à Macao, etc. En réalité, sur ces 1000 milliards d'euros de bénéfices qui sont délocalisés tous les ans dans les paradis fiscaux, il y a à peu près la moitié qui sont délocalisés dans les paradis fiscaux européens. Donc c'est pas exotique, c'est au Luxembourg, en Irlande, en Suisse, aux Pays-Bas, etc., etc. Merci beaucoup, Gabriel. Nous arrivons
au terme de cette conversation. Je voudrais, avant de te laisser le mot de la fin, remercier très sincèrement pour non seulement le travail qui a été effectué, mais également ta présence parmi nous aujourd'hui. Ça a été dit d'ailleurs en réponse à une des questions, sans que les experts n'aient à se substituer à un débat démocratique, le fait de participer à un débat démocratique, d'élever le niveau de réflexion, de proposition, y compris sur les sujets de taxation internationale, je crois fait partie de nos missions. En tout cas, on y a trouvé, je crois, tous et toutes ici un grand intérêt. Donc je voulais te remercier de ta présence et peut-être proposer que tu aies le mot de la fin, un message de conclusion, de mobilisation, ce que tu aurais souhaité dire et que tu n'as pas eu l'occasion de partager jusqu'ici. Non, mais je veux simplement vous remercier à toutes et à tous pour votre présence. Un grand merci pour l'invitation. Et bon, vous l'avez compris, le message général, c'est de ce travail et de ce rapport, c'est un message d'espoir et d'optimisme sur la capacité à évoluer assez rapidement vers davantage de justice fiscale mondiale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous et à bientôt pour un nouveau rendez-vous du développement.